Je pense qu'on a des participants qui nous rejoignent et il y a déjà assez de personnes avec nous, une dizaine de personnes avec nous. On pourra Mhm. commencer et puis les autres nous prendront sûrement en cours. D'accord. D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois et remercier également euh, ceux qui sont habitués à nos conférences, qui participent souvent à nos activités. Merci pour votre fidélité. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, quand on a reçu vos différentes inscriptions pour participer à la conférence, on a remarqué que, il y avait beaucoup de diversité dans les profils. Il y a des gens parmi vous qui sont des enseignants, des étudiants, des juristes, des entrepreneurs, etc. Et personnellement, je suis convaincue qu'avec une telle diversité, les discussions de la conférence seront très intéressantes. Pour ceux qui ont la possibilité de le faire là maintenant, n'hésitez surtout pas à activer vos caméras pour rendre l'échange plus interactif. Donc, il vous suffira de cliquer sur l'icône caméra pour activer votre caméra. Seulement votre caméra, parce que si vous activez votre micro, il y aura interférence avec le professeur qui va parler et moi également qui suis en train de parler. Donc, je me présente, je suis Sidoine Bao, je réside aux États-Unis où je fais des études dans le domaine de data analysis et politique de développement. Je suis également présidente de l'ONG The Way Out, qui est à l'initiative de l'organisation de cette conférence et j'agirai aujourd'hui en tant que modératrice de cet échange. Avant d'aller plus loin, je vais demander à des membres de The Way Out de bien vouloir partager la vidéo de présentation de notre ONG. Donc, il y a une vidéo là maintenant qui va s'afficher sur votre écran. Une société remarquable est bâtie sur des piliers parmi lesquels l'éducation apparaît comme clé de voûte. Qu'il s'agisse du cercle familial ou social, l'éducation joue indébutablement un double rôle: promouvoir de bonnes valeurs et prévenir les vices sociaux. L'initiative de création de The Way Out fait suite au constat amer de la dégradation de l'appareil éducatif et de la perte de certaines valeurs au sein des sociétés africaines. Fort de cela, il s'avère essentiel de doter les jeunes d'outils indispensables pour bâtir une société plus dynamique. The Way Out, par sa traduction, désigne l'issue, l'échappatoire. En d'autres termes, la porte de sortie pour une jeunesse en difficulté. Organisation à but non lucratif, The Way Out s'inscrit dans la promotion de l'excellence à travers l'autodidaxie, l'initiative personnelle, la lecture, la recherche, l'éducation inclusive et l'innovation. Avec une équipe de plus de 30 jeunes d'horizons divers, dirigée par Sidoine Kadler-Bao, nous consacrons notre temps au développement de projets innovants visant à aider la jeunesse ivoirienne et africaine à acquérir des compétences clés. Depuis sa création en 2020, The Way Out a réalisé 38 projets variés, parmi lesquels des séances de formation en présentiel et en ligne sur des thèmes comme la citoyenneté active, l'insertion professionnelle, les défis de la démocratie, la lutte contre les fake news, etc. Des actions caritatives telles que la distribution de vivres aux populations d'Abobo Pika 18. Des remises de prix d'excellence à plus d'une quarantaine d'élèves, des activités sportives visant à sensibiliser les jeunes contre le fléau de la drogue. Des cours d'anglais gratuits d'une durée de 6 mois aux enfants de l'école primaire Sajro d'en-haut d'Abobo Baoulou. Nos initiatives ont directement impacté plus de 1800 personnes grâce à nos activités en ligne et plus de 600 personnes lors de nos activités en présentiel. Les bénéficiaires de nos programmes, majoritairement des jeunes africains du continent et de la diaspora, sont issus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée, de la France, des États-Unis, pour ne citer que ces pays. Nous travaillons présentement sur plusieurs projets, notamment une collecte de fonds pour parrainer des jeunes filles déscolarisées des zones rurales, leur offrant une chance de poursuivre leurs études. La mise en place d'un atelier de robotique pour enfants en vue de stimuler leur intérêt pour les sciences.
Une journée carrière dédiée à l'exploration des filières d'études et des opportunités professionnelles afin de guider les étudiants vers des carrières prometteuses. Chez The Way Out, nous sommes convaincus que l'apport de chaque Africain participera à l'essor du continent. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette aventure au travers de votre contribution en nature et en numéraire via des dons sur nos canaux Orange Money, Wave et PayPal. Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole, visitez notre site web et nos réseaux sociaux dont les informations s'affichent à l'écran. The Way Out, l'éducation, plus qu'un choix, un devoir. Merci pour la vidéo. Comme vous avez pu le constater, The Way Out, c'est une organisation qui œuvre pour l'éducation équitable et de qualité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région francophone. Nous sommes convaincus, en fait, que si les jeunes sont bien accompagnés, s'ils ont toutes les ressources nécessaires, ils peuvent devenir eux aussi des architectes du changement. Et c'est cette vision même qu'on essaie de concrétiser par nos actions et les activités qu'on mène. Voilà, donc aujourd'hui, justement, nous abordons le thème de la Côte d'Ivoire face aux défis des mathématiques. C'est un thème d'actualité, c'est un thème brûlant eu égard aux différentes alertes qu'il y a récemment eu, des alertes qui ont été lancées justement par des pionniers de l'enseignement des mathématiques et qui s'inquiétaient du désintérêt croissant des mathématiques dans notre société actuelle. Il y a eu également le rapport PASEC, non seulement celui de 2019, il y a eu également celui de 2024 qui classait la Côte d'Ivoire parmi les pays les moins performants en matière d'apprentissage des mathématiques au primaire. Et puis, dans la foulée, on a également eu l'annonce selon laquelle récemment, 55 sur 55 postes de professeurs de maths qui ont été lancés par l'ENS cette année, seulement 20 candidats s'étaient présentés pour ces postes-là. Et vous conviendrez avec moi que tous ces constats sont très alarmants et inquiétants quant à l'avenir scientifique du pays. Mais au-delà de tout ça, au-delà de toutes ces mauvaises nouvelles, il faut reconnaître que des initiatives ont été mises en place pour rendre les mathématiques plus attractives et pour encourager les jeunes vers cette discipline, mais également les filières scientifiques. Par exemple, on a le concours Miss Mathématiques qui existe depuis un bon moment et qui fait ses preuves. On a également, récemment, on a vu que des jeunes Ivoiriens, des lycéens ont brillé aux Olympiades panafricaine de mathématiques en remportant plusieurs médailles d'or, de bronze, etc. Et évidemment, ces efforts sont à saluer, mais est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce que ces efforts répondent réellement aux défis auxquels notre système éducatif est confronté? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont exactement les stratégies qu'il faudrait adopter pour pallier ces difficultés-là? C'est justement à ces questions que notre invité, l'illustre professeur Joséphine Guidi-Wondja, se prononcera. Et permettez-moi, avant de passer la parole au professeur, de vous lire sa biographie. Ça a été très compliqué de faire tenir sa biographie sur une page, tant elle a d'expérience, tant son parcours est impressionnant, mais j'essaierai maintenant de vous lire sa biographie. Joséphine Guidi-Wondja est pionnière des sciences en Afrique. Elle est à la fois mathématicienne, économiste, professeure des universités, enseignante-chercheur, écrivaine et figure engagée pour l'éducation et la paix. Elle est la première femme africaine à avoir obtenu l'agrégation de mathématiques et le doctorat d'État en mathématiques pures. Elle est doctorante en sciences économiques de l'université Rutgers aux États-Unis. Et après une scolarité brillante au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en France, elle obtient 12 certificats universitaires en mathématiques, physique, mécanique et théorie des nombres. Elle soutient une thèse de doctorat de troisième cycle à l'université Paris 7 sur les courbes convexes et le théorème des quatre sommets. Puis un doctorat d'État en mathématiques pures qu'elle prépare à l'université Paris-Dauphine sous la direction de deux éminents mathématiciens français, à savoir le professeur René Thom, qui a été prix Nobel des mathématiques, aussi appelé médaille Fields, et le professeur Jean-Pierre Aubin,
professeur émérite de l'École polytechnique de Paris. Sa thèse de doctorat porte sur les modèles de décision en économie et la théorie du chômage. Elle devient ainsi la première femme africaine professeure des universités en mathématiques pures. Joséphine Guidi Wanja est une auteure prolifique. Elle a publié des ouvrages de vulgarisation des mathématiques comme la bande dessinée Yao Crack en maths, des recueils d'épreuves de mathématiques dans divers examens et concours, également un manuel sur la recherche opérationnelle appliquée à l'agriculture et un ouvrage intitulé Élections démocratiques et mathématiques en 2020. Et c'est justement un livre qui explore les liens entre la démocratie, les statistiques et les systèmes électoraux. Et je pense que vu qu'il y a plusieurs pays africains qui sont en ce moment en période électorale, c'est un livre qui vient à point nommé. Au-delà du cadre académique, Joséphine Guidi Wanja est ambassadrice du Comité international des femmes en mathématiques. Elle est ambassadrice de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Elle est également ambassadrice de la Fondation internationale Bien vieillir en Afrique. Elle est ancienne membre du Centre de l'ONU pour la science et la technologie à New York, ancien membre du Conseil de l'Université de l'ONU à Tokyo. Elle a occupé de hautes fonctions administratives, notamment en tant que directrice de cabinet de plusieurs ministres, parmi lesquels le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et des PMI, PME, PMI. Militante active des réseaux scientifiques africains, elle a fondé en 1983 le Comité international des mathématiques dans les pays en développement et préside sa première réunion au Congrès international des mathématiques à Varsovie, en Pologne. En Côte d'Ivoire, elle soutient régulièrement les jeunes et les enseignants en mathématiques. Elle est marraine de l'association des jeunes filles en mathématiques de la Ligue des professeurs de mathématiques, pionnière et membre fondateur de l'association des femmes chercheurs et enseignants-chercheurs. Son parcours a été honoré à plusieurs reprises. Elle a reçu à cet effet de nombreuses distinctions honorifiques, notamment officier des Palmes académiques en France, chevalier et commandeur dans l'Ordre du Mérite national de l'Éducation nationale, pardon, en Côte d'Ivoire, le PKD Awards pour l'enseignement supérieur, le prix de la pionnière des femmes chercheurs ivoiriennes. Et il faut dire qu'une avenue a même été baptisée à son nom dans la ville d'Abidjan. Joséphine Guidi Wanja a été le professeur de nombreux étudiants des universités africaines, dont certains sont devenus aujourd'hui des hauts cadres de leur nation, parmi lesquels des ministres et des premiers ministres. Professeur, merci de nous honorer par votre présence. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Je vous passe à présent la parole et à la suite de votre intervention, nous aurons une session de questions-réponses. Merci, professeur. La parole est à vous. Merci, Sidoine. Merci beaucoup. Je vais passer à mon partage, je crois. D'accord. Vous ne me voyez Partagez à pas, là, non? présent. Non, pas encore. Vous pouvez, si vous partagez, on pourra, je pense que ça pourra passer, mais pour l'instant, c'est pas partagé. Est-ce que dans le partage, on peut me voir? Je sais pas, hein, je sais pas. Oui, on vous verra en tout petit. Ah bon, d'accord, ok. Donc, je voulais dire que je voulais vous remercier d'abord pour cette invitation qui m'honore, qui me permet de parler à de nombreux jeunes qui aujourd'hui, vraiment, ont besoin de notre soutien, du soutien des anciens, comme du soutien de vous les jeunes qui prenez leur mal vraiment à bras le corps. Parce que comme vous l'avez dit, l'éducation aujourd'hui, doit être équitable et de qualité. Et les mathématiques, y jouent un grand rôle. Alors, donc, le sujet que vous m'avez demandé de traiter, c'est la Côte d'Ivoire face aux défis des mathématiques. Là, vous avez devant vous en partage la démarche que j'ai suivie, que je présente d'abord le sommaire
qui vous dit comment, parce que je ne vais pas rentrer, j'ai élaboré un texte qui a pris presque 16 pages, mais je ne vais pas tout vous lire et je vais par la suite vous le balancer que vous puissiez donner aux participants s'ils veulent. Maintenant, le texte, c'est le sommaire porte sur, d'abord la première partie de mon exposé, c'est je me suis fait connaissance avec les mathématiques parce qu'on ne peut pas parler de défis des mathématiques, tout le monde parle des mathématiques et je crois que très peu ne savent pas ce que c'est que les mathématiques. Ce n'est pas seulement 1 plus 1 égale 2. Oui. Professeur, pardonnez-moi Oui. de vous interrompre. Je pense que votre Oui. écran n'est pas partagé si vous souhaitez le partager. Comment on le fait? Ah, vous cliquez sur partager. Oui. C'est ça. Vous cliquez sur partager et ça sera J'ai cliqué partagé, je sur pense. partager. Vous avez cliqué sur partager? Oui, j'ai cliqué. Et il y a, qu'est-ce qui arrive là pour collaborer avec enregistrer une, je sais pas. D'accord. Un instant. Je pense qu'on va régler ça assez Oui, vite. D'accord. Un instant, le temps que le professeur essaie de partager son écran, on va être indulgent et gentil. Ça prendra sûrement quelques 2 minutes. Il faut qu'il puisse me voir. D'accord. Je pense qu'il faudra partager l'écran, c'est ça? Oui, oui, c'est pas grave. Oui, mais et mon texte, comment? Ils veulent me voir. C'est pas grave. Si, mais et mon texte, je vais Essayez. le... Bon, je pense que professeur, même si vous ne partagez pas votre écran, on pourra après pouvoir C'est-à-dire qu'il faut que recevoir le texte le soit partage, n'est-ce pas? l'image. Mhm. Faut réduire l'écran alors pour que je puisse lire mon texte. C'est ça. En attendant que le professeur arrive à partager son écran, pour les personnes qui sont avec nous, n'hésitez surtout pas Mais il te voit déjà, tu n'hésitez n'es pas surtout obligé de voir quand pas même. On te voit déjà, c'est pas permis. à Est-ce que vous activer me vos voyez? caméras. Vous me voyez? Oui, on vous voit, professeur. Je pense que tout est Ah, OK. Vous bon. pourrez pas, voilà, vous pourrez partager Je avec nous peux, je peux le continuer? texte après. Oui, vous pouvez continuer. Ah, non, Allez-y. vous me voyez, mais sans le texte. Oui, mais je pense que c'est pas grave et que je pense que c'est pas Oh. grave s'il n'y a pas le texte, professeur. Voir sans le texte. Voilà. Et il doit me voir quand je lis. S'il vous plaît. Oui, là, Oui, c'est bon. là c'est bon. On voit, oui, on voit le professeur et puis on voit également le texte. Merci Ah bon, beaucoup au jeune homme qui nous a aidés. Merci beaucoup à vous tous. C'est vraiment ça y est, vous me gentil. voyez là? On vous voit très bien et on voit le Papier, là, texte. ils Merci connaissent beaucoup, pas les professeur. tics là maintenant. Là, c'est C'est pas ça. leur. Voilà, vous me voyez là? Vous me Très bien, on voyez? vous voit et on voit. Oui, on voit le texte également. D'accord. Donc, j'ai dit le sommaire comporte, disons, deux parties. Nous avons d'abord fait de la connaissance avec les mathématiques. Dans le fait des connaissances avec les mathématiques, il y a le savoir mathématique, il y a la transmission du savoir mathématique, il y a le langage de l'enseignement des mathématiques, et puis, en dernier chapitre, il y a à quoi servent les mathématiques. Maintenant, après cette première partie, la deuxième partie maintenant, c'est fait de connaissance avec les défis en mathématiques. Il y a d'abord les défis en mathématiques, il y a les défis des mathématiques en Côte d'Ivoire, il y a les défis mathématiques en Côte d'Ivoire, il y a les défis dans l'enseignement des mathématiques, il y a les conséquences de ces défis dans la société ivoirienne, il y a les projets innovants pour rendre l'enseignement attractif en Côte d'Ivoire et une brève histoire de l'enseignement des mathématiques en Côte d'Ivoire. Voilà le sommet que j'ai développé et vous aurez ça après.
Maintenant, j'ai fait une cartographie parce que pour présenter, pour quelqu'un qui ne veut pas aller dans le texte, alors je leur ai fait une cartographie ici. Par exemple, vous voyez, la Côte d'Ivoire face aux défis mathématiques. Alors, j'ai mis en bas, il y a faites connaissance avec les mathématiques. En haut, faites connaissance avec les défis en mathématiques. Et dans faites connaissance avec les mathématiques, nous avons le savoir mathématique, la transmission du savoir mathématique. Dans le savoir mathématique, il y a après la théorie des nombres, c'est-à-dire nous sommes là dans la science mathématique. Maintenant, nous savons les mathématiques avant la théorie des nombres et les mathématiques après la théorie des ensembles au 19e siècle. Maintenant, dans la transmission du savoir mathématique, nous avons d'une part les méthodes pédagogiques et de l'autre part l'enseignement. Puis nous avons la langue de l'enseignement des mathématiques. Nous avons l'usage des mathématiques. Et en haut, dans Faites connaissance avec les défis, nous avons d'abord les défis en mathématiques qui sont les défis mathématiques, les défis des mathématiques. Maintenant, nous avons conséquences des défis sur la société. Après, rendre les mathématiques, l'enseignement des mathématiques attractives ou attrayantes. Maintenant, histoire brève. Donc, quand vous regardez ça, vous n'avez pas besoin, vous pouvez rentrer dans les textes si tu veux, mais je vais donc survoler les textes étant survoler les textes. Oh, ça ne bouge pas. Alors, dans Faites connaissance avec les mathématiques, le savoir mathématique, qu'est-ce que c'est les mathématiques? D'abord, les mathématiques, c'est une discipline scientifique qui étudie les concepts de qualité, de structure, d'espace et de changement. Elle utilise les symboles, les formules, les raisonnements logiques. Elle combine abstraction logique et application pratique. Elle est un langage universel. Elle repose sur le raisonnement logique et la démonstration. Elle comporte plusieurs branches. Elles ont des applications pratiques. Si on passe à l'évolution des mathématiques à travers les âges ou les siècles, il y a l'évolution avant le 6e siècle, il y a après le 6e siècle, entre le 6e siècle et le 3e siècle, c'est les mathématiques des Grecs. Je sais que chaque fois qu'on parle des Grecs, on dit et les Égyptiens, c'est vrai. Thalès, Pythagore ont séjourné en Égypte près de 20 ans. Ils ont acquis des pratiques mathématiques qui sont parties développées en Grèce. Maintenant, entre le 5e siècle et le 15e siècle, c'est presque le Moyen-Âge, c'est la transmission des connaissances mathématiques. Maintenant que vous avez, les mathématiques sont là, vous avez conçu des choses, la théorie des nombres. Maintenant, il faut les transmettre. Comment on les transmettait? Il fallait les transmettre pour que ce soit préservé. Et nous avons, par exemple, l'algèbre en ce moment-là est née au XVe siècle. Et entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, c'est la renaissance des mathématiques parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de développement des mathématiques. On ne sait pas pourquoi. Et puis, ça a émergé au XIVe siècle. Et à ce siècle-là, les mathématiques, les nouveaux mathématiciens ont repris les mathématiques anciennes et les ont développées. Ils ont pris des textes grecs, des textes arabes, et des mathématiciens comme François Viette ont développé des concepts comme l'algèbre. Et entre le 16e et le 18e siècle, c'est l'âge de la lumière des mathématiques avec des mathématiciens comme Isaac Newton qui ont développé le calcul infinitésimal. Au 17e siècle, c'est des mathématiciens comme Descartes et Newton qui ont aussi développé le calcul et la géométrie analytique. Au 19e siècle, c'est le grand siècle de la formalisation, c'est-à-dire le siècle où les mathématiques ont pris une grande tournure avec les nouveaux concepts comme la théorie des ensembles qui a été introduite par Cantor, qui est un mathématicien allemand. Cette théorie a fait émerger de nouveaux domaines et élargi le champ des mathématiques. L'algèbre abstraite, la topologie, la géométrie euclidienne.
Bon, entre le XXe siècle et ce jour, l'essor de l'informatique et des statistiques a permis de développer des mathématiques appliquées. Parce qu'avant, c'était les mathématiques théoriques. Maintenant, c'est à partir du XXe siècle qu'on a commencé à appliquer les mathématiques dans de nombreux domaines. Il y a la médecine, il y a la biologie, il y a l'économie, il y a tous les domaines. Maintenant, ici, dans la partie les mathématiques avant et après la théorie des ensembles, avant la théorie des ensembles, je vous dis les domaines de mathématiques qu'on utilisait, c'était surtout l'analyse, l'algèbre, la géométrie, parce que c'était utilisé pour développer l'agriculture, le commerce. Et après, il y avait ces domaines, il y avait d'autres aussi. Il y avait d'autres dont je peux citer, il y a l'algèbre. Et dans l'algèbre, vous avez, je décris l'algèbre et je mets son utilité. L'algèbre, c'est la résolution des équations et l'étude des relations entre les nombres. Puis l'utilité, elle servait à résoudre des problèmes pratiques, comme ceux liés à la comptabilité, à la mesure des terres, à la gestion des ressources. Nous avons aussi l'analyse, qui a sa description et son utilité. Nous avons la géométrie, sa description et son utilité. Nous avons l'arithmétique, sa description et son utilité. La théorie des nombres, la trigonométrie, le calcul des probabilités, la logique et le raisonnement, et les méthodes géométriques. Parce qu'avant la formalisation, des méthodes géométriques étaient utilisées pour résoudre des problèmes d'optimisation et de construction. Par exemple, en architecture. Après la théorie des ensembles, c'est la naissance de ce qu'on appelle les mathématiques modernes. Ça, c'est au 19e siècle, 19e siècle, 20e siècle, 19e siècle. Nous avons donc de nouveaux domaines de mathématiques qui sont l'analyse mathématique, l'algèbre. C'est pour vous montrer qu'il y a énormément de domaines où les étudiants peuvent faire des recherches. L'algèbre abstraite, la géométrie différentielle, la topologie, la théorie des graphes, les statistiques et probabilités, et la théorie des nombres, oui, la théorie des nombres, la logique mathématique et les fondements mathématiques, puis l'analyse numérique et statistiques et probabilités. J'ai dit les mathématiques appliquées maintenant. Maintenant, après avoir vu les mathématiques, et c'est surtout les branches mathématiques qui existent, où il y a d'énormes branches de mathématiques, nous avons maintenant la transmission du savoir mathématique. La transmission du savoir mathématique, c'est la mise à la disposition du public mathématique du savoir mathématique. Elle s'est faite à travers les âges, soit oralement, soit par le biais des tablettes et des papyrus avant. Elle a commencé dans l'Antiquité. Elle était d'abord écrite, des écrits. Il y a eu des écrits des mathématiciens qui ont été préservés au fil des années et qui ont été même traduits dans plusieurs langues. Et des penseurs mathématiciens, toujours comme Euclide, Pythagore, Archimède, etc., ont développé des concepts mathématiques et aussi des méthodes. C'est au XVe siècle que l'imprimerie est apparue et a permis la diffusion des livres de mathématiques et qui permet d'accéder au plus grand nombre. Aujourd'hui, la transmission du savoir se fait principalement par le biais de l'éducation formelle à l'école, les livres, les ressources en ligne, les plateformes d'apprentissage. Vous pouvez même faire des plateformes d'apprentissage. Et bon, l'Internet, bien sûr, des programmes. L'enseignement des mathématiques depuis l'Antiquité, les premières écoles formelles c'était dans l'Antiquité. Il y avait l'école égyptienne, il y avait l'école arabe en Mésopotamie. Et la Grèce, c'est à partir du VIe siècle qu'il y a eu des écoles en Grèce avec l'Académie de Platon et le lycée d'Aristote. Ces institutions ont joué un grand rôle dans la transmission des connaissances scientifiques, des connaissances mathématiques. Et Euclide a même développé des éléments qui est une méthode d'enseignement basée sur des axiomes et des théorèmes. Avec le temps, l'enseignement des mathématiques a évolué, passant des méthodes traditionnelles à des méthodes, à des approches plus modernes. Bon, maintenant, nous avons les technologies.
la formation des enseignants. Nous avons les méthodes pédagogiques qui sont très importantes. Les méthodes les plus performantes, il n'y a pas de méthode universelle, c'est chaque pays, chaque État décrit les méthodes par rapport à la culture, par rapport à la, disons, à l'État, la motivation et la compréhension des élèves par rapport au contexte économique. Les méthodes pédagogiques peuvent être efficaces ou inefficaces. Il y a des découvertes, des méthodes comme à Singapour, qui sont des méthodes de découverte, c'est-à-dire l'enfant commence par la découverte avant d'aller dans les théories et dans les raisonnements abstraits. Nous avons maintenant le langage de l'enseignement, le langage d'enseignement et la langue d'enseignement. La langue d'enseignement joue un rôle crucial dans la compréhension des concepts mathématiques. L'un des handicaps à la réussite en mathématiques en Afrique est le problème de la langue d'enseignement qui ne correspond pas toujours à la langue maternelle. Lorsque les élèves ne maîtrisent pas la langue dans laquelle les mathématiques sont enseignées, cela peut créer des barrières à l'apprentissage. Ils ont toujours des difficultés à saisir les termes techniques et les instructions. Maintenant, après, le dernier chapitre, c'est à quoi servent les mathématiques. Bon, on sait beaucoup à quoi servent les mathématiques. Les mathématiques servent à de nombreuses choses dans notre vie quotidienne et dans divers domaines. Elles sont essentielles pour résoudre des problèmes, modéliser des situations réelles et analyser les domaines et des données. Et dans les sciences, elles permettent à formuler des théories et réaliser les expériences. Et dans le domaine économique, elles permettent de prendre des décisions éclairées. Maintenant, en ce qui concerne les défis, nous avons les défis en mathématiques. Nous avons deux types de défis. Nous avons les défis des mathématiques et les défis mathématiques. Les défis des mathématiques, ça, c'est une expression qui met l'accent sur les défis qui sont inhérents à la discipline elle-même. C'est-à-dire, elle se concentre davantage sur les enjeux et les problèmes au sein de la discipline. Par exemple, les problèmes non résolus en mathématiques qui existent, les concepts mathématiques, les questions ouvertes qui existent toujours, comme les conjectures et la célèbre conjecture de Goldbach. Nous avons des défis mathématiques. Les défis mathématiques, c'est des défis, c'est-à-dire des problèmes qui englobent une variété de problèmes et d'exercices mathématiques qu'on vous donne à résoudre. C'est par exemple à des concours, des olympiades, comme on a dit, et des concours, des devoirs scolaires. Ces défis peuvent se référer à des problèmes mathématiques qu'on peut rencontrer dans divers contextes. Les exercices scolaires, les compétitions de mathématiques, les situations de la vie quotidienne nécessitant des compétences mathématiques, les enjeux et les énigmes en mathématiques. Les défis des mathématiques en Côte d'Ivoire se concentrent sur les enjeux liés à la discipline elle-même, tandis que les défis mathématiques en Côte d'Ivoire englobent une variété de problèmes et de situations où les mathématiques jouent un rôle crucial. Les deux expressions soulignent l'importance des mathématiques dans le développement éducatif et socio-économique du pays. Ces expressions se concentrent sur les enjeux spécifiques auxquels la discipline des mathématiques est confrontée dans le contexte ivoirien. Ces enjeux sont l'accès à l'éducation mathématique, ce n'est pas toujours de qualité, l'enseignement, la formation des enseignants, il existe des défis dans ce domaine qui affectent la qualité de l'enseignement. Il y a le curriculum et la pédagogie. Le curriculum, c'est, disons, qu'est-ce qu'on l'État décide en mathématiques qu'on enseigne en Côte d'Ivoire, parce qu'on n'enseigne pas toutes les mathématiques. Qu'est-ce qu'on doit enseigner, surtout à partir de l'école primaire? Il y a également la recherche et le développement.
il y a des défis au développement de la recherche en mathématiques et son application dans de nombreux domaines. Les défis en mathématiques en Côte d'Ivoire, qui sont les défis mathématiques. On a des compétitions et des olympiades. Il y a des problèmes pratiques, les défis rencontrés dans des contextes quotidiens comme la gestion financière, l'agriculture ou l'ingénierie, où les compétences sont essentielles. Nous avons à développer aussi la culture mathématique dans la société et rendre les mathématiques plus accessibles. Nous avons des défis dans l'enseignement. L'enseignement des mathématiques en Côte d'Ivoire a plusieurs défis qui impactent la qualité de l'éducation et l'apprentissage des élèves. Il y a d'abord les inégalités d'accès à l'éducation entre zones rurales et zones urbaines. Dans les zones rurales, les élèves ont souvent un accès limité à des écoles de qualité, d'où une disparité dans l'enseignement des mathématiques. En zone privée, nous avons les écoles privées souvent mieux équipées qui attirent plutôt les élèves des milieux favorisés. Nous avons la formation des enseignants, la qualité de la formation, le manque d'enseignants, puisque vous avez dit tout à l'heure que l'ENS avait 57 postes, il n'y a que 20 qui ont répondu. Nous avons aussi les méthodes pédagogiques, les méthodes d'enseignement traditionnelles qu'on privilégie, qui sont souvent basées sur la mémorisation et ne favorisent pas toujours la compréhension des concepts mathématiques. D'accord, je vais essayer de mettre la personne sur silence. Je pense que c'est bon. Nous avons le curriculum et les ressources pédagogiques. Il y a la pertinence du curriculum, c'est-à-dire le curriculum de mathématiques n'est pas suffisamment adapté aux besoins locaux et aux réalités du marché du travail. Il y a le manque de ressources. Les écoles manquent souvent des manuels, de matériel didactique et d'outils technologiques pour enseigner les mathématiques de manière interactive et engageante. Il y a aussi, il faut parler aussi de la motivation des élèves. La perception des mathématiques, les mathématiques sont parfois perçues comme une matière difficile et peu attrayante, ce qui peut démotiver les élèves. Il y a le manque d'activités pratiques. L'absence d'activités pratiques et de projets concrets peut rendre l'apprentissage des mathématiques moins intéressant pour les élèves. Il y a le suivi. Le système d'évaluation peut ne pas refléter fidèlement les compétences des élèves en mathématiques. Il y a des tests standardisés qui favorisent la mémorisation plutôt que la compréhension. Il y a les performances, le manque de suivi et d'évaluation continue des performances des élèves parce qu'ils sont très nombreux dans les classes, c'est difficile de les suivre, rend difficile l'identification des lacunes et des besoins spécifiques. Il y a aussi le contexte socio-économique. La pauvreté des ressources familiales. La pauvreté et les ressources familiales. Les élèves issus des milieux défavorisés ont souvent des difficultés à se concentrer sur leurs études à cause des problèmes socio-économiques qui impactent leur performance en mathématiques. Il y a le manque de soutien et d'encouragement de la part des familles peut également affecter la motivation et l'engagement des élèves dans l'apprentissage des mathématiques. Nous avons les défis de l'enseignement des mathématiques en Côte d'Ivoire ont des répercussions profondes sur la société, affectant non seulement l'économie, mais aussi la cohésion sociale, la culture scientifique et bien-être général des citoyens. Pour remédier à ces conséquences, il est essentiel d'investir dans l'éducation mathématique. Je parle de l'éducation mathématique, de promouvoir l'égalité d'accès et de renforcer les compétences des enseignants. Cela contribuera à bâtir une société plus équitable et prospère. Il est aussi essentiel de mettre en place des réformes éducatives, d'améliorer la formation des enseignants,
d'adapter le curriculum et de promouvoir une culture mathématique positive, de renforcer l'accès à l'éducation et de fournir des ressources adéquates pour améliorer l'enseignement des mathématiques en Côte d'Ivoire. Alors, Parmi les causes, professeur, oui, permettez-moi de vous interrompre une minute. Je pense qu'il y a oui, déjà, vu que vous avez fait votre présentation, il y a déjà des questions brûlantes. Et ce ah que je bon, propose, oui, ce que je propose qu'on fasse pour mhm, permettre aux participants et à la session d'être aussi interactive, c'est de prendre là maintenant 2 à 3 questions. Et ensuite, après ces 2 questions, on poursuit avec enfin, la suite de votre intervention. Qu'est-ce que vous en pensez? bon, bah, il n'y a pas de souci, non? Ça peut aller. D'accord. D'accord, pas de problème. Donc, je rappelle que le professeur a eu à faire déjà l'étymologie de l'évolution des mathématiques. Elle a parlé d'analyse, d'algèbre, de géométrie. Et puis, elle a tenu à faire la différence entre théorie mathématiques théorique et puis mathématiques appliquées. Il y a eu aussi les problèmes liés à l'apprentissage des mathématiques, surtout en Mhm. Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez des questions par rapport à tous ces concepts, par rapport à toute cette présentation qui a été élaborée, vous pouvez la poser en prenant la parole ou bien écrire votre question. Donc déjà, on a une question sur l'introduction des langues maternelles dans l'enseignement des mathématiques. Il faut dire que c'est une initiative qui a été lancée par la Côte d'Ivoire récemment, mais je me Mhm. rappelle d'avoir suivi un documentaire de la chaîne NCI où les parents s'inquiétaient du fait que lorsque leurs enfants vont à l'école, surtout dans les zones rurales, leurs enfants vont à l'école pour apprendre Mhm. généralement une langue comme le français, qui vont pour apprendre des Mhm. savoirs étrangers. Mais lorsque Mhm. leurs enfants se retrouvent encore à apprendre les langues maternelles, ils Mhm. s'inquiètent surtout de leur intégration future dans le système éducatif. Si on commence au primaire et qu'on apprend les langues maternelles, ce n'est pas évident qu'à l'université, on fasse des langues maternelles. Comment est-ce qu'on peut pallier cette sorte de déficit-là, en fait? Déficit, c'est-à-dire les langues maternelles dans le primaire, ou Le bien, fait qu'on commence par les langues maternelles au primaire, mais on sait c'est-à-dire on veut qu'au enseigner. lycée, Mhm. mhm, on sait qu'au lycée et à l'université, on va passer au français. Et est-ce qu'une personne qui commence par les langues maternelles n'est pas désavantagée face à une personne qui commence par le français depuis le début? D'abord, on ne peut pas faire l'éducation primaire dans les langues maternelles, c'est pas possible. Parce que vous voyez, tout ce Mhm, qu'on a à apprendre aux enfants, les mathématiques dans les langues maternelles, on n'a pas mhm, encore adapté tout ça là. Qu'est-ce mhm. qu'on apprend à l'enfant dans le primaire? Vous avez l'histoire, Mhm, la géographie. Ça mhm, veut dire qu'il faut traduire tous ces documents en langue maternelle. Or, aucune langue mhm, maternelle en Afrique actuellement mhm, n'est apte à traduire tous les éléments qu'on enseigne mhm, dans l'école primaire aux enfants. mhm, mhm. Donc, l'éducation, D'accord. on peut seulement essayer de, moi, dans le domaine des mathématiques, je dis qu'on peut Mhm, essayer d'accompagner l'enseignement des mathématiques dans les langues maternelles. Parce que quand vous apprenez à l'enfant à compter, parce que mhm, les mathématiques de base dans le primaire, c'est d'abord l'addition, la multiplication, la division et tout. On peut lui mhm, apprendre dans la langue maternelle. Mais le problème qui se pose, c'est que si vous voulez mhm, apprendre ça dans la langue maternelle, il faut former des enseignants. Hein? mhm. Si tu veux D'accord. enseigner ouais, en langue, les mathématiques, il faut que l'enseignant qui soit là soit quelqu'un qui parle ouais. C'est ça. Or, nous n'avons pas encore cette capacité-là de traduire, non seulement de saisir tous les concepts, que ce soit Mhm, philosophique ou mathématique, en nos langues. Donc, c'est mhm, difficile. C'est un projet, mais les projets, c'est comme tous les projets. Par exemple, la méthode de mhm, Singapour d'enseigner les mathématiques, il a fallu envoyer des mathématiciens à travers le monde pour voir comment ça se passe et venir concevoir mhm. leur méthode. Mais nous aussi, on ne peut pas se lever en disant on veut enseigner en français. Il faut C'est concevoir. ça. C'est ça. Voilà. C'est ça.
c'est ça. Il y a une personne qui pose une question par écrit, mais on va prendre d'abord la question de Monsieur Caridiola qui souhaiterait poser une question. Allez-y, monsieur. Bonjour, professeur. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci pour la parole, puis merci pour déjà ces informations très importantes que vous avez données en rapport avec les mathématiques. Merci. Bon, moi, ma question se situe aussi, il y a plusieurs questions, mais je vais en poser une, puis après, après on verra. En fait, moi, c'est à propos des défis, des difficultés auxquelles les mathématiques font face en Côte d'Ivoire, surtout au niveau de l'enseignement. Bon, moi, j'aimerais prendre le cas de l'instauration de la bivalence au niveau des enseignants. La bivalence. La bivalence. Oui. Au collège et au lycée. Ne pensez-vous pas que peut-être dans une certaine mesure, cela poserait problème, en fait, dans l'enseignement des mathématiques? Parce que, certes, ils ont tendance à dire que, on regarde par affinité au niveau des matières afin de pouvoir demander à peut-être tel ou tel enseignant, ou bien de pouvoir penser que tel enseignant est à même de pouvoir enseigner les deux matières. Par exemple, en physique, chimie, mathématiques. Est-ce que quelque part, en fait, ça ne poserait pas un peu problème, en fait, dans l'enseignement des mathématiques? Bon, ça, c'est l'une des questions que j'ai à poser. D'accord. Merci, monsieur. Professeur? Oui, bon, c'est-à-dire, vous voulez dire la bivalence qu'un enseignant peut enseigner physique, mathématiques, chimie, mathématiques, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais vous savez que ce problème est posé tout simplement parce qu'on manque d'enseignants, c'est tout. C'est parce qu'on manque d'enseignants. Ça ne peut pas donner plus, ça peut pas donner plus de résultats, un meilleur résultat que quelqu'un qui a son enseignant de physique, qui a son enseignant en chimie, qui a son enseignant en mathématiques. Parce qu'enseigner physique et mathématiques, un enseignant, non, c'est pas possible. Ça, c'est pour pallier au manque d'enseignants. Mais pour pallier au manque d'enseignants, il faut former des enseignants. Et pour former des enseignants, il faut rendre l'enseignement attractif pour que les gens puissent embrasser la carrière d'enseignant. Je me souviens que du temps nous, on est de l'époque de Fouet-Boigny, nous, on était des mathématiciens, mais on nous mettait tout en œuvre pour nous aider à aimer les mathématiques, à faire les mathématiques, hein, pédagogiquement et tout. On avait tous les. Mais aujourd'hui, ce n'est plus attractif. Donc, quand on ouvre des concours pour aller à l'ENS ou faire la physique seulement, ou faire la mathématique seulement, il n'y a pas beaucoup. Parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte. Enseigner en mathématiques, non. Quand nous formons des enseignants en mathématiques, ils sont captés parce que les mathématiques, c'est une compétence. Quand ils sont avec une licence, ils sont captés dans des sociétés parce qu'on a besoin d'eux. Mais l'enseignement, nous, dans l'enseignement, dans le public, on doit aussi les intéresser pour qu'ils viennent enseigner à nos enfants et non faire des bivalences. Voilà ce que j'ai à dire. Exactement. Merci, professeur. Je pense qu'on va prendre deux autres questions avant de poursuivre la présentation. Il y a Monsieur Gourou qui a la main levée. Monsieur Gourou, vous pouvez prendre la parole et poser votre question. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, Monsieur Gourou. Merci pour la parole. Merci. Tout à l'heure, j'ai écouté votre intervention concernant la bivalence, qui était la préoccupation de celui qui vient de prendre la parole. Et effectivement, vous avez répondu à sa question. Mais ce qui m'a plus touché, c'est le désintérêt. C'est-à-dire, un étudiant qui a une licence en mathématiques, par exemple, n'est vraiment pas intéressé à passer le concours de l'ENS, en fait, en majeure partie. Voilà, n'est pas intéressé. Et vous, en tant que professeur, voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être cette capacité d'être en collaboration avec peut-être le ministère ou bien, en tout cas, d'autres structures dans les hautes sphères, dans les sphères décisionnelles de la société ou bien du gouvernement pour vraiment proposer des solutions ou bien pour trouver vraiment un moyen à ce que les étudiants puissent vraiment s'intéresser à l'enseignement. Voilà. Peut-être au niveau de la rémunération des enseignants,
comment ça se passe, les conditions de vie, est-ce qu'il y a le côté prime, tout ça qui ne bouge pas? Voilà. En tout cas, on remarque vraiment que les enseignants sont un peu minimisés. Voilà, il n'y a vraiment pas d'engouement, il n'y a pas d'engouement. Et c'est ce qui fait que il y a ce manque d'enseignants, même au niveau de l'INS. Tout de suite, dans vos interventions, vous avez dit qu'il y avait 50 places disponibles, ou bien 57, mais il y a seulement 20 qui sont présentées. Voilà, donc moi, c'est sur ce côté-là. Vraiment, j'aimerais que vous prononciez là-dessus. Ah, M. Gourou, il ne s'agit pas de se prononcer dessus. Les études ont été faites. Et tous les décideurs disposent de ces études, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains. Tout le monde sait que surtout les professeurs de mathématiques, il faut, j'ai évoqué tout à l'heure le temps du président Houphouët-Boigny, qui chouchoutait les mathématiciens, parce que, écoutez, si on veut aller dans le développement économique, dans le développement de beaucoup de choses, il faut favoriser l'enseignement des mathématiques. Et l'enseignement des mathématiques ne peut se faire que par des professeurs de mathématiques. Il n'y a pas de bivalence qui marche. Tout ça, c'est des professeurs de mathématiques. Et tout le monde le sait. Tous les décideurs le savent. Donc, bon, maintenant, le manque de professeurs, il faut intéresser, il faut leur donner un salaire. À l'époque, on disait, oui, pourquoi le président Houphouët-Boigny veut démarquer les mathématiciens, donner plus de salaire aux mathématiciens qu'aux autres. Mais il a dit pourquoi. La technologie, l'avenir appartient à la science et la technologie, comme le disait. Et la science et la technologie, là-bas, c'est quoi? C'est les mathématiques. Donc, si vous voulez former des bons professeurs, il faut y mettre les moyens pédagogiques qu'il faut. Il faut que l'INS ait disons, actuellement, on est à l'ère du numérique. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut là-bas. C'est ça. Aujourd'hui, je disais à certains, quand je donnais certaines conférences, même certains jeunes des établissements primaires, j'ai dit aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est nul en mathématiques. Je refuse cela. Parce qu'il y a l'Internet, il y a tous les moyens aujourd'hui audiovisuels qui permettent d'être même un apprenant actif. Maintenant, les établissements qui sont là chargés de former des formateurs, ils doivent avoir tous ces éléments, non seulement pour que les mathématiques soient apprises avec la passion, parce que nous, on a appris les mathématiques à la passion, que ce soit appris avec la passion, et puis qu'au sorti, on puisse lui donner un salaire qui lui permet de ne pas rêver d'aller dans le privé. Il faut d'abord que pendant qu'il est étudiant, qu'il ait une bourse. Hein? Ceux qui devaient embrasser, quand il dit je vais faire les mathématiques, il faudrait même qu'on donne des bourses à ces. Ils peuvent signer des protocoles pour dire à la sortie, on leur donne des bourses, on les forme normalement, on sait qu'ils ont des primes. Il y a des primes, il y a des salaires, il y a des. C'est comme ça qu'on peut intéresser quelqu'un à un métier. Il n'y a pas d'autre solution. Exactement. Donner les moyens aux enseignants afin de pouvoir exercer correctement. Donner les moyens aux écoles qui forment et aux enseignants, même quand ils sont enseignants, quand ils sont étudiants à l'INS, il faut leur donner les moyens suffisants pour qu'ils puissent aller dans les bibliothèques, dans les numériques pour se former. Parce que la formation, ce n'est pas seulement ce que votre professeur vous dit. Aujourd'hui, vous devez compléter cette formation aussi en voyant ce qui se passe à travers le monde dans le domaine. Exactement, exactement. Merci, professeur. On va prendre 2 dernières questions et une question de monsieur Draman Kwaku et ensuite une autre question de monsieur Blessing. Donc, monsieur Draman Kwaku, vous avez la parole. Vous devez activer votre micro, monsieur Draman. C'est bon. Bonjour, madame. Professeur, bonjour. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Nous avons pris note. Alors, ma question, c'est pour pouvoir vraiment intéresser
les jeunes aux mathématiques? Je pose cette question parce que je me dis qu'aujourd'hui, dans les départements de mathématiques, les gens y vont, mais ils n'ont pas la compétence. C'est ce qui fait qu'ils ne finissent même pas la première année. Et souvent, ils sont là, ils disent qu'ils ont fait les mathématiques, mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas la compétence qu'il n'y a pas assez d'étudiants en maths info. Et ceux même qui y vont, tellement ils ne sont pas préparés, parce que les mathématiques, comme vous l'avez dit, il faut l'aimer, il faut de la passion. Donc, quand ils arrivent, honnêtement, ils ne peuvent pas supporter cette rigueur. Et donc, ils abandonnent. Donc, comment faire pour intéresser les jeunes dès le bas âge, en fait, aux mathématiques? Merci, monsieur Ce serait ma question, madame. D'accord. Comment intéresser les jeunes au bas âge aux mathématiques? Je crois que j'ai parlé des méthodes pédagogiques et que les méthodes pédagogiques dans chaque État sont inspirées par ce que l'État vit, c'est-à-dire le contexte social et tout. Et j'ai parlé aujourd'hui, il y a une méthode qui révolutionne dans le monde, c'est ce qu'on appelle les méthodes de Singapour. C'est-à-dire, l'enfant, commence par du concret, après passe à la phase imagée et avant d'aboutir à l'abstraction. Il faut que nous réfléchissions sur quel type de méthode nous devons utiliser pour apprendre à l'enfant pour qu'il aime les mathématiques. Des fois, je regarde les ouvrages passés, l'année passée, les ouvrages du primaire, et je me mets à la situation de l'enfant du primaire et je me dis, mais moi, si j'étais dans le primaire, j'aurais eu des difficultés à comprendre cela. Parce que, vous savez, lorsqu'on écrit dans une langue qu'on ne maîtrise pas, c'est toujours très difficile. Très difficile. Moi, les gens me demandent toujours, mais comment vous avez fait? Moi, ma particularité, c'est que j'ai été formé à l'école coloniale. À l'époque coloniale, j'ai démarré les mathématiques où les enseignants étaient des blancs, comme on peut dire. Donc, quand ils vous enseignent une notion, ils vous expliquent. Ils vous expliquent dans les détails. Et c'est ça. Mais aujourd'hui, quand je vois même au baccalauréat, vous voyez un enfant qui lit un texte de mathématiques. D'abord, s'il ne réussit pas les mathématiques, c'est parce qu'il n'a même pas compris de quoi il s'agit. On dit la méthode doit d'abord t'apprendre à l'enfant à comprendre et non à dire réciter. Est-ce que tu as compris ce que c'est qu'un nombre? Est-ce que tu as compris le nombre 5 là? Ça veut dire quoi? Dessine-moi 5. Donne-moi des objets, cite-moi dans la vie des objets qui vont en 5. L'enfant, ça ouvre son esprit. Et ça lui permet de réfléchir. C'est comme ça qu'on peut intéresser les enfants. J'ai dit les méthodes, il faut commencer par la réalité. Si vous voulez, par exemple, introduire le nombre 5, vous pouvez prendre 5 graines. Hein, vous êtes au village, puis on parle de la langue maternelle. On prend 5 graines, on dit à l'enfant, mais ça, là, c'est combien ça? Elle va dire 5 en sa langue. Et puis, on va dire ça, en français, ça veut dire 5. Mais tu vois, comme les graines sont là, on peut regrouper en plusieurs groupes. Tu mets un groupe de 3 et puis un groupe de 2. Hein? Il prend les groupes de 3 et il dit, bon, mais si tu ajoutes ça fait 5, non? Bon, ça veut dire c'est l'addition. 3 plus 2 égale 5. Donc, il y a plusieurs. Ça dépend. Les méthodes, c'est très important dans la transmission des connaissances mathématiques, surtout dans l'apprentissage pour les jeunes. Ils sont jeunes, ils veulent jouer, on peut jouer avec eux en mathématiques. Voilà. S'il vous plaît, oui. Juste. Alors, oui. Quand on arrive au second cycle, par exemple, et que le professeur vient donner assez l'exercice à l'enfant, mais est-ce qu'en réalité, il n'y a pas, comment on appelle, quand il n'y a pas une motivation, c'est-à-dire que l'enfant ne sait pas pourquoi il fait ça. Mais justement, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut que l'enfant...
comprenne de quoi il s'agit d'abord, avant que ça l'intéresse. Il faudrait qu'on enseigne ça aussi. Oui. C'est les méthodes de l'enseignement qui veulent qu'aujourd'hui, première étape, il faut que l'enfant comprenne de quoi il s'agit. Après, deuxième étape, il faut imaginer. Troisième étape, il faut rentrer dans l'abstraction. Mais nous, l'enseignement actuel, c'est que nous rentrons dans l'abstraction. Est-ce que ça va? Mais maintenant, vous avez parlé de désintérêt. Bon, je ne sais pas, les gens qui font dans les mais vous savez que les jeunes sont orientés, je ne sais plus. Bon, parce que ceux qui décident d'aller faire des mathématiques, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de faire des mathématiques? Nous, quand on décidait d'aller faire des mathématiques, c'est pas on ne nous orientait pas. Nous avons le bac, on dit, on veut faire des mathématiques. On va à l'université, est-ce que notre dossier est accepté pour faire? C'est comme ça. Mais si on vous oriente, peut-être que ça ne vous intéresse pas de faire des mathématiques. Vous allez perdre du temps pour rien. Et même si vous acquisez quelques connaissances, après, vous allez partir ailleurs. Et pourtant, il y a des jeunes qui aiment les mathématiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils disparaissent dans la nature après, pour mauvaise orientation. Il peut être orienté au jour, il aime les mathématiques, on l'oriente en physique ou en chimie. Et puis, ça casse son moral. Exactement. Je ne sais pas Merci, si professeur. Je pense que c'était excellemment prononcé. On va prendre une dernière question de la personne sur le nom de Techno, et ensuite on passera à la suite de la présentation. Donc, Monsieur Techno, si vous pouvez poser votre question brièvement. Vous devez activer votre micro et poser votre question. Vous arrivez à poser votre question, monsieur? Je pense que votre micro est toujours désactivé. Alors, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y. OK. Merci beaucoup, professeur, pour votre brillante prestation. Le professeur, en parlant tout à l'heure, elle a parlé de l'orientation. Allô? Oui. Je me fais entendre? Oui, oui, oui. L'orientation. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de l'orientation. Effectivement, bon, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème d'orientation après le bac. Il y a un problème. Je pose ma question en me penchant sur l'exemple de mon ami. Nous étions au lycée moderne de Bondoukou. On était ensemble de la 6e jusqu'en terminale. Un ami. Maintenant, après la seconde C, lui, il a fait la première C, terminale C. Pendant que nous sommes allés en terminale D. Maintenant, après notre bac, maintenant, lui, il a été orienté. Je précise qu'il a les capacités de continuer en mathématiques. Maintenant, lui, après le bac, il a été orienté dans une grande école, chose qu'il n'aimait pas. Il était engagé à aller en maths info. Maintenant, après son BTS, et vu que les parents n'avaient pas le moyen, il a préféré prendre un raccourci, c'est-à-dire passer le concours de CAFOP adjoint. Ça veut dire pour insister adjoint. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu enseignant, c'est-à-dire un assisteur adjoint dans un village. Maintenant, il est très désespéré de la vie parce que son objectif n'a pas été atteint. C'est quelqu'un qui voulait faire les mathématiques. Donc, ce que moi, je voulais savoir, est-ce que l'État ne peut pas prendre, ça veut dire, pour ceux qui ont eu à faire ceux qui ont eu le bac C, est-ce que l'État ne peut pas prendre des conditions exceptionnelles pour ces personnes-là pour qu'on puisse les orienter? Parce que parmi eux, il y a des gens qui ont la volonté de faire les mathématiques. Maintenant, je pense que ceux qu'on oriente en mathématiques, ce n'est pas tout le monde qui a la vocation.
Maintenant, vous aussi, en tant que un acteur dans ce domaine, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider l'État pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse régler cette... Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Techno. Oui, le problème que vous posez, c'est un problème réel, hein, et c'est un problème pas seulement que votre ami a subi, mais il y a de nombreux enfants qui subissent ces problèmes-là. C'est un problème que l'État doit résoudre. Parce que nous demandons, moi je réfléchis comme ça, nous avons besoin de professeurs de mathématiques. Nous sommes les derniers dans les concours en mathématiques. La formation en mathématiques est considérée comme pas très développée. Qu'allons-nous faire si nous voulons développer les mathématiques? D'abord, les formateurs. Les formateurs, où recruter il faut former des jeunes. Où prendre ces jeunes? Les premiers jeunes, c'est des terminales D. La première des choses que j'aurais fait, c'est quand les enfants finissent de faire le baccalauréat en Côte d'Ivoire, de sélectionner ceux qui ont fait le bac C et voir si la capacité de l'université ne peut pas, en mathématiques, ne peut pas les absorber avant d'orienter certains ailleurs, mais en regardant les moyennes. Mais si nous fonctionnons dans un système où les moyens n'ont plus leur raison d'être, ou bien même le bac n'a même pas sa raison d'être, c'est difficile. Parce que moi, je comprends le désespoir de quelqu'un qui a le bac C et qui se retrouve aujourd'hui instituteur adjoint quelque part dans des... Non, c'est pas... C'est que nous l'avons mal orienté. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous conseillons, ce que nous disons, même nous, entre les profs, c'est nous avons besoin des hommes en sciences, terminale C, terminale D, bac C, bac D. Nous devons les orienter là où il faut, c'est-à-dire dans des études scientifiques, et non dans les grandes écoles. Les grandes écoles ne sont pas là pour former des mathématiciens, ni des physiciens, ni des scientifiques, ni des je sais pas, mathématiciens, physiciens, chimistes, tout ça. C'est pas, les grandes écoles ne le font pas. C'est pas leur rôle. C'est le rôle de l'État. Et voilà, c'est le rôle de l'État. Et nous qui parlons comme ça, ils écoutent. C'est le rôle de l'État de former des mathématiciens, parce que c'est pour rendre service à l'État. Si vous formez un physicien, un chimiste, peut-être qu'il va vous trouver faire des découvertes importantes pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Vous formez un mathématicien, d'abord il va enseigner les enfants, et les mathématiques mènent à tout, l'économie, la physique, la médecine et tout. Tout est aujourd'hui à base mathématique. Donc, il ne faut pas envoyer quelqu'un qui a le bac C aller se retrouver instituteur dans un village, alors qu'il aurait pu être professeur à l'université. Nous n'avons pas assez de professeurs. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, professeur. Pour les personnes qui ont encore des questions, je vous rappelle qu'il y aura une seconde séance de questions-réponses après la présentation du professeur. Professeur, nous vous laissons terminer votre présentation. Bon, je vais passer rapidement. Comme on a posé beaucoup de questions, je vais rester dans les projets innovants pour rendre l'enseignement des mathématiques plus attractif en Côte d'Ivoire. J'ai mis pour rendre l'enseignement plus attractif, plusieurs projets innovants peuvent être mis en place. Il y a d'abord l'utilisation des technologies numériques. Développer des applications et des jeux interactifs. Ça, c'est aussi valable pour les enfants qui enseignent les concepts mathématiques de manière ludique. Ces outils peuvent être utilisés sur des smartphones et des tablettes, rendant l'apprentissage accessible et engageant. Et ça, c'est à nous à le faire. Il y a des plateformes d'apprentissage en ligne. On peut créer des plateformes d'apprentissage en ligne où les élèves peuvent suivre des cours de mathématiques, participer à des forums de discussion
et accéder à des ressources pédagogiques variées. Il y a, disons, les compétitions, des clubs mathématiques, établir des clubs dans les écoles où les élèves peuvent se réunir pour résoudre des problèmes. Mais tout ça là, il faut seulement qu'il y ait des gens qui soient sensibles, qui aiment les mathématiques, qui le fassent. Parce que si vous dites ça à un professeur qui n'a pas, qui ne sait pas comment vivre même, ben, écoute, il n'a pas le temps de penser à tout ça. Il y a des problèmes qui l'interpellent beaucoup plus que d'enseigner les mathématiques. Il y a des compétitions mathématiques, on peut organiser des compétitions, ça c'est au niveau national, régional, comme Miss Côte d'Ivoire, comme les Olympiades au niveau régional. Hein, ces événements peuvent inclure des Olympiades, des mathématiques, des concours, des résolutions de problèmes. Il y a des approches pédagogiques innovantes, il y a intégrer des projets pratiques qui relient les mathématiques à des situations réelles. Il faut montrer à l'enfant à quoi servent les mathématiques. On est en train de dire 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale n'est pas toujours à 2 parce que l'enfant va te dire une vache et une poule, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 quoi. Ben, donc, l'enfant va poser la question, il va dire, ah oui, mais c'est vrai, il faut un contexte. Comme ça, il comprend. Il y a donc la méthode d'enseignement active, c'est-à-dire utiliser des méthodes d'enseignement qui encouragent la participation active des élèves. Ce n'est pas venir en salle, aller au tableau, prendre la craie, aujourd'hui on fait la théorie des nombres, ou bien aujourd'hui c'est les fonctions numériques. 1, définition, 2, corollaire, 3, théorème. Ben, aujourd'hui, ce n'est plus cet enseignement-là qu'il faut aux enfants. Avec les moyens technologiques dont on dispose, il faut améliorer l'enseignement des mathématiques. Maintenant, sensibilisation et formation des enseignants. Il y a la formation continue, mettre en place des programmes de formation continue pour les enseignants afin de les familiariser avec des méthodes d'enseignement modernes et des outils technologiques. Je voudrais dire seulement qu'il y a eu un temps avec la coopération où on n'avait pas de professeurs de mathématiques, mais on avait la coopération avec des pays européens. Qu'est-ce qu'ils faisaient les coopérants? La coopération, les gens, dans leur pays, on les recrute, on leur fait subir une formation pendant 6 mois ou quelque chose comme ça, et puis on les envoyait dans les colonies. Mais on leur fait subir quand même une formation. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens, parce que dans les classes, on manque de professeurs, n'importe qui vient enseigner les mathématiques. Il y en a, j'ai rencontré des écoles où il n'y a pas de professeur de mathématiques. Je ne dirais pas, mais il n'y a pas de professeur de mathématiques. Alors qu'on va passer le bac et puis le BEPC. C'est quand même dur. Alors, avec ça, vous voulez que les enfants qui sortent de ces écoles-là aillent. Bon, il y a donc la formation continue, mettre en place des formations continues, mais pour que la formation soit continue, ça veut dire que l'instituteur qui enseigne les mathématiques doit pouvoir aller peut-être à l'ENS l'été pour subir une formation continue, mais il faut qu'il ait les moyens d'y aller. Il y a beaucoup de choses qu'il faut. Donc, même si on met en place la formation continue, il faut que les instituteurs ou ceux qui enseignent les mathématiques puissent y trouver leur compte. Je ne vais pas aller dépenser mon peu d'argent que j'ai pour aller me former continuellement alors que mon salaire n'augmente pas. Ce n'est pas possible. Il y a le partenariat, on a parlé des partenariats avec des universités, c'est-à-dire collaborer avec des universités pour développer des programmes de mentorat. C'est-à-dire les étudiants en mathématiques peuvent aider des enseignants et les élèves dans les écoles. Ça, certains pays le font. C'est-à-dire, vous prenez un étudiant qui est en classe, il passe 2 ou 3 heures par semaine dans une école pour les aider à enseigner certaines. Voilà. Et il y a l'intégration des mathématiques dans d'autres disciplines, ce qu'on appelle interdisciplinarité, créer des projets qui intègrent des mathématiques avec d'autres matières, comme les sciences, mais l'art. Il y a l'art aussi avec la géométrie, tout ce qu'on dessine là, c'est la géométrie. Ou l'économie. Par exemple, les élèves pourraient utiliser des concepts mathématiques pour analyser des données scientifiques ou créer des œuvres d'art. Vous savez, quand vous voyez certains tableaux d'art aujourd'hui, c'est vraiment les mathématiques. Tous les ronds, tous les tangentes, les machins. C'est ça. Donc,
j'ai parlé de l'utilisation des ressources locales et culturelles. Par exemple, incorporer des éléments de la culture ivoirienne dans l'enseignement des mathématiques, comme l'utilisation des contes traditionnels. Il y a certains des contes traditionnels où on voit, bon, ou des jeux locaux qui impliquent des concepts mathématiques. Ça, si on cherche, on en trouve. Il y a d'organiser aussi pour les jeunes enfants dans le primaire des visites dans des entreprises locales ou des institutions qui utilisent les mathématiques, comme dans des usines ou des centres de recherche. Parce qu'on utilise les mathématiques, mais on ne vous dit pas, ça, c'est les mathématiques. Mais c'est quand vous venez, on vous explique, on vous dit, vous voyez, on suit ceci, bon, c'est une suite, c'est une série, hein? Ceci, c'est une courbe. Voilà, on va dessiner la courbe de vente, on va dessiner quelque chose comme ça. Il y a, on parle du soutien communautaire, c'est-à-dire on peut organiser des ateliers pour les parents afin de les sensibiliser à l'importance des mathématiques et leur offrir des outils pour soutenir l'apprentissage des enfants. Ça peut se faire. Mais il faut qu'il y ait des ONG, parce que ce n'est pas des enseignants, vu qu'ils sont débordés, qui peuvent faire tout ça. Ça, c'est la société civile qui peut s'impliquer. Il faut impliquer la communauté dans des projets mathématiques, comme des foires scientifiques. On peut organiser des foires scientifiques, des événements communautaires pour créer un environnement positif autour de l'enseignement des mathématiques. Alors, j'ai dit, ces projets innovants peuvent contribuer à rendre l'enseignement des mathématiques plus attractif et pertinent pour les élèves en Côte d'Ivoire, en intégrant des approches modernes, en utilisant la technologie et en favorisant l'engagement communautaire. Il est possible de stimuler l'intérêt des élèves pour les mathématiques et améliorer leur réussite académique. Voilà ce que j'ajoute. Le reste, c'est l'histoire de l'enseignement des mathématiques en Côte d'Ivoire, comment ça a été développé depuis l'époque coloniale. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que la présentation du professeur sera disponible via email aux participants et aux personnes qui se sont inscrites. L'enregistrement aussi de la séance sera mis à votre disposition. Alors, on va passer à la seconde période de questions-réponses qui prendra environ une vingtaine de minutes. Donc, si vous avez une question, je vous encourage à lever la main pour la poser. Vous pouvez également la poser dans la barre de discussion juste à droite de votre écran. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir maintenant. Essayez d'être bref, surtout pour donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Donc, je sais qu'il y avait précédemment une question de Monsieur Blessing dans le chat qui demandait, qui cherchait à savoir en fait comment est-ce qu'on peut faire le lien entre l'apprentissage des mathématiques et les opportunités concrètes dans les secteurs clés comme la technologie, l'ingénierie ou la finance. Comment faire le lien entre les mathématiques et ces différentes disciplines? Comment faire les liens? Dans l'apprentissage ou bien? Parce qu'il y a déjà des... C'est ça. Je pense que la question est un peu ambiguë. Si M. Blessing... Oui, c'est ça. Je ne vois pas les liens des maths. Il y a déjà dans les technologies les mathématiques. C'est ça. Ou bien, je ne sais pas si c'est comment... Enfin, j'arrive pas non plus à très bien comprendre la question. Comment rendre... comment comprendre comment les mathématiques s'appliquent à d'autres disciplines ou bien s'appliquent dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si c'est ça la question. Donc, le temps que M. Blessing puisse prendre la parole pour clarifier sa question, on va prendre une autre question. Chers participants, n'hésitez pas à intervenir pour poser vos questions. Et je sais qu'il y a M. Caridula. M. Caridula, vous avez posé une question précédemment. Donc, on va attendre que d'autres personnes puissent aussi s'exprimer. Ensuite, on va vous passer la parole. Merci. Donc, il y a un participant qui demandait aussi, est-ce que le curriculum en lui-même n'est pas problématique, la manière d'enseigner les mathématiques aujourd'hui? Et je sais que dans votre intervention, vous avez mentionné l'exemple de la méthode de Singapour,
Est-ce que la manière dont on enseigne les mathématiques en Côte d'Ivoire, le syllabus, le curriculum, est-ce que c'est pas problématique vu qu'on n'arrive pas à avoir des grands chercheurs, par exemple, comme dans d'autres nations? C'est la question du participant. Oui, comme je vous ai dit, le curriculum est défini en fonction de la situation socio-économique du pays et c'est-à-dire du marché du travail et des besoins sociaux. Parce que les mathématiques telles que définies par exemple au Canada, qui doivent enseigner, ce n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Ce qu'on doit enseigner dans le primaire, et par exemple, quand je parlais de la méthode de Singapour, si on veut enseigner l'addition, on va commencer au CP, au CP1 par exemple. On va donner quelques notions. On va dire, on va faire 3 semaines sur l'addition. CP1, 3 semaines. CP2, on va faire encore 3 semaines sur l'addition, mais ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire, c'est le prolongement de ce qu'on a fait en CP1. Et ainsi de suite. Comme ça, l'enfant doit progresser le domaine dans lequel, ou bien la branche dans laquelle il évolue. Mais l'enseignement que nous donnons ne nous permet pas. Nous n'avons pas le temps de faire ça. On nous dit, on nous donne un programme. Vous allez faire ça, 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 ça. L'enseignant qui est en CP1 ne s'occupe pas de ce qui se passe en CP2. L'enseignement de CP2 ne sait même pas, peut-être on a changé même de livre, ne sait même pas ce qu'on a enseigné en CP1. Et nous avons qui n'est pas une approche, ce n'est pas une approche, on doit réfléchir sur une approche qui permet à l'enfant d'aller progressivement et d'être un acteur. C'est-à-dire, il ne doit pas seulement être l'apprenant. L'apprenant n'est pas là seulement pour avaler ce que le professeur... Il faut qu'il comprenne pourquoi. Pourquoi 5 égale 3 plus 2? Pourquoi? C'est évident pour le professeur, mais ce n'est pas évident pour l'enfant. Surtout quand on passe à la phase d'abstraction, il faut qu'il ait eu des outils pour y arriver. Donc, nous devons normalement, comme les autres pays, réfléchir aussi sur notre curriculum sur le plan national. Et ça se divise comme ça. On sait qu'en CP1, on doit enseigner ça. En CP2, on doit enseigner ça en mathématiques. Jusqu'en CM2, en 6e, on doit enseigner ça, etc. C'est ça le curriculum. Mais il faut une réflexion non seulement pédagogique, mais aussi sociologique, psychologique et tout. Ce n'est pas seulement les mathématiciens qui doivent le faire. Exactement. Exactement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ou bien une question dans le prolongement de celle-ci? Je pense que les participants sont assez timides. D'accord, on a une question de M. Haroun. Monsieur Haroun, vous avez la parole. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir, professeur. Oui. Alors, Monsieur Haroun. Monsieur Haroun, je pense qu'on ne vous entend pas très bien. Ok, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Allez-y. Voilà, je voulais tout d'abord remercier le professeur pour la brillante intervention et remercier aussi Sidoine pour cette opportunité. Moi, particulièrement, je n'ai pas une question, mais j'ai une suggestion aussi. Voilà, donc, j'ai eu le bac en Côte d'Ivoire et après, on m'a orienté en mathématiques au Burkina Faso. Donc, j'étais vraiment passionné des mathématiques, mais quand je suis arrivé, ça ne s'est pas présenté comme prévu. C'était au niveau des enseignements. L'enseignant ne donnait pas vraiment l'amour aux apprenants. Il ne donnait pas l'envie aux apprenants d'aimer les mathématiques. Alors, puis quand on est arrivé, bon,
avec l'effectif aussi qui était pléthorique dans les salles de classe. Et que l'audition aussi, quand le professeur il fait qu'on il est devant, quand il parle, on n'entendait pas bien. Maintenant, bon, quand tu poses une question ici, tu te dis non, c'est de retenir en terminale, d'aller voir tes cahiers. Donc, bien vrai qu'on avait l'amour des mathématiques, mais voilà, ça nous a un peu démotivés. Et puis aussi, bon, il y avait tellement de conditions. Pour la première année seulement, on pouvait faire jusqu'à 2 ans en première année sans avoir les résultats. Donc, on ne peut pas se situer si on a validé l'année ou pas. Donc, ça fait que j'ai fini par me réorienter en génie électrique. Voilà, bien vrai que je m'en sors en génie électrique, je m'en sors très bien, mais j'avais vraiment la passion pour les mathématiques. Donc, bon, ça aussi, c'est une suggestion aussi. Voilà, c'est au niveau des enseignants aussi, d'amener voilà, les étudiants, les apprenants aussi à avoir l'amour de la philosophie. Voilà, donc, Oui. Wow, c'est... Voilà, j'ai terminé par c'était la suggestion. C'est fini là? Vous avez fini la question? Oui, c'était une suggestion seulement, j'ai terminé. Oui, la suggestion, c'est... Qu'est-ce que je pense que... Allez-y, allez-y. Voilà, je disais seulement, la suggestion, c'est aussi au niveau des enseignants qui doivent voilà, amener les étudiants à avoir l'amour de la science, de mathématiques. Donc, pour récapituler, je pense qu'il y a M. Haroun qui a dit qu'il était en terminale en Côte d'Ivoire avant de poursuivre une filière, c'est ça. Après son bac C, il est entré en faculté de mathématiques. Mais à chaque fois qu'il posait une question, il y avait une sorte de découragement parce que l'enseignant lui demandait d'aller revoir les concepts de terminale. Et aussi, l'autre problème qu'il a souligné, c'est qu'une année scolaire pouvait durer 2 ans, ce qui retardait considérablement la progression. Et tout cela l'a poussé à changer de filière. Au lieu de continuer en mathématiques, il est allé en ingénierie plutôt parce que là-bas, ça avançait plus vite et puis il y avait d'autres incitatifs pour l'amener à demeurer dans cette filière-là. Ben, oui, votre suggestion, c'est ce qu'on demande d'ailleurs, qui est demandé au professeur. Ce n'est pas l'étudiant qui doit lui suggérer. Les enseignants, on leur demande de rendre les mathématiques attractives. De rendre les mathématiques attractives. C'est-à-dire, il faut que l'enfant, quand il sort de là-bas, du coup, il a compris. Mais vous savez que en Afrique, généralement, on mystifie les mathématiques. Ça, il faut que je vous le dise. On mystifie les mathématiques. Même à l'époque coloniale, on mystifiait les mathématiques. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il faut montrer que c'est dur. C'est dur. Montrer à l'enfant que c'est dur. C'est pas dur. Il faut d'abord que, comme je dis, il faut d'abord que l'enseignant soit bien formé, qu'il comprenne même, parce que les mathématiques, j'ai dit, le langage mathématique et le langage naturel n'est pas le même. Vous parlez français, mais le français mathématique n'est pas le français de tous les jours. Il faut d'abord que l'enseignant maîtrise tout ça. Parce que pour qu'un enseignant vous communique avec passion agréable les mathématiques, il faut que lui-même ait compris ce que c'est que les mathématiques. Il faut que lui-même il ait, je sais pas, si vous apprenez la théorie des nombres à quelqu'un, puis vous ne savez même pas d'où vient la théorie des nombres, à quoi ça sert et tout ça là, et puis l'enfant, vous lui mettez ça dans la tête, vous mettez ça dans la tête, lui va être déboussolé. Vous apprenez les fonctions numériques, comment construire une courbe, vous faites comme si, voilà, vous ne lui expliquez pas les détails, les méthodes et tout ça là, voilà. La réussite de l'apprenant dépend de l'enseignant. Ça, il faut que je vous le dise. Si un apprenant, un élève est nul en maths, c'est en partie parce que l'environnement et le professeur l'obligent à être nul en maths. S'il n'a pas compris.
C'est pour ça que j'ai parlé des méthodes d'enseignement. La méthode de Singapour qui est maintenant généralisée parce que c'est tous les élèves de Singapour qui raflent tous les concours internationaux. Même l'Europe est derrière. Et nous, les francophones, on est toujours presque les derniers, hein, y compris y compris c'est des concours. Donc c'est la nouvelle formation des enseignants, il faut leur dire. Mais tout ça, je crois que c'est les conditions qui amènent l'enseignant à être comme ça, là, les conditions de vie, les conditions d'enseignement, c'est ça qui l'amène à ne pas passer assez de temps pour expliquer à l'enfant. Parce qu'il faut du temps pour expliquer. Non seulement il faut lui expliquer, il faut qu'il te montre qu'il a compris. Qu'il te montre qu'il a compris. Qu'il a compris, ce n'est pas seulement par les exercices. Quand vous dites théorème, lorsqu'on a mis tant, alors ça devient ça. De notre époque, à notre époque, quand on nous enseignait les mathématiques, on découpait, quand on mettait un théorème ou bien un problème, on mettait toujours hypothèse. On disait de découper en deux. Hypothèse, conclusion. Donc, quand on vous dit de mettre hypothèse, là, de chercher les hypothèses dans le problème, ça vous amène à réfléchir. Qu'est-ce qu'on appelle hypothèse? Quelles sont les hypothèses du problème? Conclusion, ça vous amène à réfléchir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. On a supprimé, on ne veut plus enseigner, c'est les maths modernes, on ne veut pas hypothèse, conclusion. Mais les enfants ne savent plus réfléchir. À l'époque, on vous donne un problème de mathématiques. Allez, dites-moi quelles sont les hypothèses, quelle est la conclusion. Ça vous oblige, l'enseignant vous pose la question. Posez la question à un enfant aujourd'hui devant un problème. Hypothèse, c'est-à-dire quelles sont les données du problème. Conclusion, ça veut dire qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Il faut que l'enfant comprenne ça comme ça. Mais s'il n'a rien compris, il a un problème, bon, il ne peut pas réussir. Et c'est l'enseignant qui doit lui dire ça. Exactement, exactement. Donc, le rôle des enseignants, c'est pour ça que je dis la formation des enseignants est très importante. Et les outils pédagogiques dont dispose l'enseignant, il doit disposer d'un certain nombre d'outils pédagogiques pour alléger son enseignement. Il faut qu'il ait des livres d'abord. Il faut qu'il ait au moins un ordinateur. Un enseignant aujourd'hui, combien d'anciennes mathématiques ont même un ordinateur? Donc voilà. D'accord, merci professeur. Vu que nous sommes un peu pris par le temps, nous allons prendre une dernière question. Je rappelle que ça fait 1h30 qu'on échange. C'est ça. On va prendre une dernière question de Monsieur Soro. Vu que Monsieur Techno, vous avez pris la parole tout à l'heure, on va donner la chance à une nouvelle personne, Monsieur Soro, d'intervenir. Allez-y, Monsieur Soro. Merci beaucoup, déjà, Présidente. Je voudrais également remercier notre professeur parce qu'elle nous a beaucoup édifié ce matin. Merci. Je précise que je suis en Côte d'Ivoire. J'enseigne les mathématiques au niveau du premier cycle, de la 6e à la 3e. Je dois avouer que, notre professeur, il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Déjà, il est énormément difficile pour quelqu'un qui est issu d'une famille démunie de faire des études en mathématiques, compte tenu du fait que les étudiants ne sont pas trop accompagnés. Parce que vous conviendrez avec moi que étudier en mathématiques nécessite beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut passer beaucoup de temps à faire des exercices. Et si vous passez beaucoup de temps à faire des exercices, cela signifie que vous n'aurez même pas le temps de faire des activités parallèles, génératrices de revenus pour pouvoir subvenir à vos besoins. Et si naturellement vous êtes issu d'une famille à revenus modestes, vous voyez que vous n'aurez pas le soutien de la famille, financièrement parlant bien sûr, vous n'aurez pas non plus le soutien de la part de l'État en termes d'accompagnement avec des bourses d'études. Donc ça devient encore plus difficile. Et quand vous pensez au fait que ceux qui ont déjà fait ces études dans ces mêmes conditions difficiles, aujourd'hui qui travaillent, peut-être qu'ils sont des enseignants surtout, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, vous vous demandez pourquoi aller faire des études en mathématiques. Parce que j'ai échangé avec des étudiants
qui sont en première ou deuxième année parfois, et ce sont des inquiétudes qu'ils soulignent. Ils disent, mais quand on vous regarde, vous qui avez fait ces études, aujourd'hui, mais vous ne vous en sortez pas tellement bien dans la vie de tous les jours, s'agissant du côté de la finance. Donc, vous voyez qu'il est même difficile pour nous qui sommes enseignants en mathématiques de convaincre cette nouvelle génération d'aller faire des études en mathématiques. Alors que si effectivement les étudiants étaient beaucoup accompagnés et qu'avec les enseignants et tout le monde, on avait peut-être un peu plus que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut avouer que les revenus ne permettent pas de convaincre la nouvelle génération de venir aux mathématiques. Donc, nous-mêmes déjà qui sommes enseignants en mathématiques, là où vous me voyez actuellement, je suis sur un chantier, puisque nous sommes en vacances. Je suis sur un chantier où j'essaie de créer une activité en marge de l'enseignement des mathématiques, créer quelque chose afin naturellement d'avoir un second revenu. Donc c'est malheureusement la difficulté que nous avons. Bon, je pense que si les enseignants, déjà ceux qui enseignent les mathématiques, peut-être même qu'au sens large, même tous les enseignants, mais en particulier ceux qui enseignent les mathématiques, parce que c'est là qu'il y a un problème aujourd'hui. Si ceux qui enseignent les mathématiques sont très bien traités, quelque part, quand on ne le veut pas, ça va naturellement motiver la nouvelle génération. Pour dire qu'on a intérêt à aller en mathématiques plutôt que d'aller, par exemple, en littérature, parce qu'on a des camarades parmi nous qui ont eu le bac scientifique et qui ont préféré aller faire de la littérature à l'université. Parce que quand ils le regardent, ils se disent, mais dans tous les cas, même quand on va commencer, si demain on devient tous des enseignants, on aura le même revenu, alors que c'est encore plus difficile chez eux. Nous avons beaucoup plus de difficultés et puis on a le même revenu. Donc pourquoi aller souffrir si ce n'est peut-être pour une question de passion? Donc nous autres, c'est ce qui nous a retenu, c'était pour une question de passion. Et on avait espéré à l'époque que peut-être dans 10-15 ans, on allait avoir un changement concernant le traitement même au niveau du salaire. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme professeur, vous avez une voix qui porte beaucoup plus que la nôtre. On espère que vous allez peut-être dans vos recommandations, si vous êtes sollicité bien sûr, dans vos recommandations, parler à notre nom aussi pour qu'on puisse avoir un petit changement. Sinon là, je suis en train de monter un garbadrome. Ça va me permettre également d'embaucher des élèves quand ils seront en vacances. Bon, c'est ça. Donc voilà, c'était ma petite contribution. En tout cas, je tiens à vous dire encore merci une fois de plus. D'accord. Mais il y a des commentaires. Bon, je vais désactiver le micro. Bon, merci, monsieur Soro. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour votre... voilà. Allez-y, professeur. Monsieur Sora, oui, c'est vraiment les vraies questions, hein, c'est-à-dire c'est les conditions de vie de l'enseignant. J'ai dit avant, parce qu'il y a dans les mathématiques, il y a l'enseignant et puis il y a l'apprenant. Il y a les conditions de vie de chacun. Il y a les conditions de vie de l'enseignant qui doit quand même être à l'aise, parce que quand je parlais de l'autre époque, dans les années avant Houphouët-Boigny, on donnait des conditions de vie pour les professeurs en mathématiques étaient mieux qu'aujourd'hui. Parce que si un professeur de mathématiques n'est pas à l'aise, n'a pas les bonnes conditions, lui qui doit donner des cours, revenir préparer des leçons, lui, il fait autre chose que ça. S'il n'a pas les meilleures conditions, il va flancher. L'élève aussi, comme on a dit, l'élève dans les milieux défavorisés, ça c'est vrai, parce que vous avez des élèves, on en voit, qui ils viennent de l'école et ils sont obligés de déposer le sac à la maison, d'aller aider maman dans la locodrome ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas à l'enfant comme ça qu'on va demander d'être concentré sur les mathématiques. Les mathématiques demandent beaucoup de travail, beaucoup d'heures consacrées,
beaucoup de solitude, parce que c'est travail mathématique, c'est un travail solidaire. Apprendre les leçons, c'est solidaire. Faire ces exercices, c'est solidaire avant d'être en groupe. Et je crois que tous les enseignants, même ceux qui sont dans les styles de décision, dans disons, qui prennent des décisions, savent que les conditions de vie d'un enseignant en général et des enseignants de mathématiques en particulier doivent être améliorées pour qu'il y ait un bon rendement dans notre société de nos tâches d'éducation et d'enseignement. Les conditions, il faut aussi penser à ces jeunes, parce que j'ai plaidé une fois pour les jeunes filles, pour nos jeunes filles qui sont à l'université, qui ont pu quand même arriver en mathématiques, qui sont en maîtrise et qui n'ont pas de bourse, qui ne savent pas où loger. Je dis, ce n'est pas possible. J'ai même demandé et suggéré qu'on leur donne au campus universitaire qu'il y ait un bâtiment pour les filles en sciences. Ce n'est pas possible. Il y a même des filles qui dormaient dans les amphis avec puisqu'il y a des problèmes de logement, qui dormaient dans les amphis. Alors, c'est des choses qu'il faut dire. Parfois, les responsables ne le savent pas et les gens sont là, non, il ne faut pas dire, Il faut le dire, les responsables ne savent pas. Quand ils sauront, ils vont trouver des solutions. Mais ne vous mettez pas à la place des responsables et répondre à leur place. Voilà. Ce que j'ai à dire, c'est que les conditions vont être améliorées, en tout cas pour sûr. Parce que si nous voulons rattraper notre retard dans le développement dans tous les secteurs, il faut améliorer les conditions des enseignants, particulièrement des enseignants de mathématiques, parce que c'est eux qui prennent à la base l'enfant et qui l'amènent à être adulte. Alors, si on lui ferme toutes les portes pour aboutir à une future plus glorieuse, alors on pénalise, il faut pénaliser les enseignants. Parce que si un enseignant n'enseigne pas, qu'est-ce que l'enfant va devenir? C'est très important, surtout le public. L'enseignement public n'est pas l'enseignement privé. L'enseignement privé, ce sont des parents, ils ont des moyens et tout, ils peuvent mettre des moyens, mais l'enseignement public, c'est la majorité des enfants de Côte d'Ivoire. Exactement. C'est la majorité des enfants, donc nous devons y mettre vraiment des moyens. Des moyens, ce n'est pas tellement énorme, hein. Il faut seulement les motiver, donner un bon salaire, voilà, et tenir compte vraiment de ce surplus de travail qui fait qu'on ne voit pas. Parce que je dis, il va au bureau. C'est comme quelqu'un qui va au bureau. Le gars, il va au bureau, dans l'administration, il va au bureau, il travaille, il rentre à la maison, il ne travaille pas. L'enseignant, il rentre à la maison, il a des copies à corriger, il a des tas de trucs à faire. Mais ce n'est pas la même chose. Si on est dans la même catégorie dans l'enseignement supérieur, enfin, je veux dire dans la fonction publique, ce n'est pas le même travail qu'on fait. L'enseignant fait plus. Il est dans des conditions plus difficiles que celui qui va au bureau. C'est ce que j'ai à dire. Exactement. Exactement. Merci, professeur. On va prendre une toute dernière question. Question. Monsieur, vous êtes sur le nom de HP EliteBook. Vous pouvez prendre la parole. Si vous pouvez résumer votre question en 1 minute, ça nous permettra de sauver le temps. Merci beaucoup. D'accord, merci. Désolé, c'est le lien que j'utilise. Sinon, mon nom, c'est Kosa Innocent. Kosa, oui. Merci beaucoup, professeur. Merci pour tout. Merci à tous les participants. Alors, je suis Kosa Innocent. Je suis moi-même enseignant. J'enseigne l'anglais. J'enseigne l'anglais, oui, mais j'ai fait une série scientifique. J'ai fait un bac D. Voilà, une seconde C, première D et bac D. Alors, j'ai fait un peu les maths. Je veux dire que j'étais un passionné des maths. C'est parce que j'étais polyvalent. Au dernier moment, j'ai dû virer pour l'anglais. Sinon, après le bac, j'ai même fait un BTS scientifique, microbiologie, biologie et chimie alimentaire. Et j'ai dû laisser tout ça pour venir faire l'anglais. Alors, je sais un peu ce que c'est que les maths. Mais ce que je voudrais suggérer, est-ce qu'on ne peut pas simplifier les mathématiques de sorte que, parce que le problème aujourd'hui, c'est que les mathématiques sont un peu mystifiées. Les élèves ont peur des mathématiques. Ça fait que très peu s'aventurent dans ce domaine. Je dis, c'est parce que très souvent, on ne fait pas le parallèle entre les mathématiques et ce que ça représente dans la vie de tous les jours. Si on prend le cas des logarithmes népériens qu'on appelle les LN,
ou les tangentes, l'intégrale, pardon, qu'on étudie au lycée, généralement, on ne sait pas pourquoi on étudie. L'enseignant ne dit pas à quoi ça sert dans la vie de tous les jours. Moi, c'est plus tard que j'ai compris que quand on dit le logarithme ne peut rien, voilà ce à quoi ça sert. Quand on étudie l'intégrale, voilà ce à quoi ça sert. Mais quand ce n'est pas clair dans la tête et que c'est abstrait, l'enfant, il ne sait pas pourquoi il étudie. Il se base à accumuler des formules qu'il applique. Voilà, pour lui, c'est des formules qu'il applique, mais c'est vraiment théorique, il ne sait pas de quoi il s'agit. Or, quand on fait le parallèle, c'est-à-dire quand le professeur commence le cours, il dit, bon, aujourd'hui, nous allons étudier l'intégrale. À la fin, vous devez comprendre que l'intégrale va vous permettre de pouvoir faire des calculs ou faire des ponts. Tout de suite, l'enfant, il fait déjà le parallèle. Il fait le parallèle, il sait déjà qu'en étudiant ça, voici ce à quoi ça va me servir dans la vie de tous les jours. Du coup, il commence à s'intéresser. Mais quand on ne fait pas le parallèle, on met les formules de mathématiques, l'enfant est tenu de maîtriser la théorie et de les appliquer, ça devient vraiment c'est un mystère pour l'enfant et très peu décide de s'aventurer dans ce mystère-là. Moi, je souhaiterais vraiment que dans notre système, pour chaque cours, on puisse dire au début, avant que l'enseignant ne commence, je le dis parce qu'on a eu aussi quand même des enseignants qui arrivaient à le faire. Et quand l'enseignant le fait, ça permet de comprendre le cours. Je vais prendre un autre exemple qui n'a peut-être rien à voir avec les mathématiques, mais en fait, on devait faire un cours de sciences naturelles. Et quand le professeur, c'était sur les réflexes, quand le professeur arrivait, il nous dit, fermez la porte, éteignez les lumières, fermez les fenêtres. On ne comprenait pas. Mais c'est quand il a commencé à avancer dans le cours qu'on a compris pourquoi il nous demandait de faire tout ça. Je souhaite vraiment que l'enseignement des mathématiques se fasse de la sorte et qu'on dise à nos étudiants ou à nos élèves que ce n'est pas loin de nos réalités, c'est dans nos réalités de tous les jours. Ça va permettre à plusieurs de pouvoir venir. Vraiment, merci. Je ne voulais pas être très long. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais apporter comme contribution. Merci beaucoup pour votre contribution. Et c'est réel ce que vous dites là. Parce que vous savez que dans l'enseignement des mathématiques, on dit que nous, les francophones, on a toujours des méthodes déductives. Et les anglophones, pourquoi ils sont plus forts en maths? Parce qu'ils ont des méthodes inductives. C'est-à-dire, vous partez du concret avant d'introduire la notion. Mais nous partons de l'abstraction. On dit soit X égale une droite, machin, tout ça. Et puis c'est après on dit, mais oui, mais si tu prends ça, là, ça. Non. Vous voyez, le professeur de mathématiques, quand il veut parler d'un carré à un enfant, il prend une table et puis il dessine 2 droites. Il dit aux enfants, mesurez, c'est quoi ça? Il dit, c'est 2 droites. Ils sont comment? Mesurez les angles, ils sont perpendiculaires. Et mesurez les côtés, ils sont égaux. Ça, on appelle carré. Et l'enfant, quand vous lui parlez d'un carré, si on fait un carré, tant, il sait déjà ce que ça veut dire. Mais si vous parlez de méthode intuitive, un carré, c'est une figure plane qui a 2 droites, 2 côtés parallèles, même mesure, etc. Et la tête de l'enfant, ça ne réfléchit pas, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et je dis, c'est la méthode d'enseignement de mathématiques qui doit changer. Nous devons faire comme les anglophones. Pourquoi les prix Nobel sont des anglophones, sont des Américains, tout ça là? C'est leur méthode. On ne parle pas d'un truc sans avoir montré à l'enfant concrètement ce que c'est. C'est-à-dire, on parle d'une figure concrète. Si on veut dire on veut parler d'une sphère, on envoie un ballon à l'enfant. On dit, voilà, ça là, une figure comme ça, là, on appelle sphère. Mais on ne dit pas sphère, c'est des points qui sont équidistants d'un point donné, tout ça là. Tout ça là, c'est la même chose, mais ça ne donne pas le même effet. Donc, ce que vous avez dit, c'est un problème de méthode. C'est dommage que vous soyez parti faire l'anglais, mais l'anglais c'est aussi bon. Mais c'est aussi bon en mathématiques, parce que si vous avez fait des mathématiques en anglais, ça allait être meilleur encore. Voilà. Exactement. Merci, professeur. Voilà. C'est ça. Merci, professeur. Merci, monsieur Kossa.
Notre rencontre tire à sa fin. Merci infiniment à chacun et à chacune d'entre vous pour vos interventions. Ce fut des interventions tellement brillantes qu'on a envie même de continuer encore la conférence 2 heures, 3 heures de plus. Et infiniment merci à vous, en particulier professeur Lydie Mondia. Merci de la part de toute l'équipe de The Way Out qui a été à l'initiative de cette conférence. Merci Quant à beaucoup. moi, je retiens personnellement plusieurs points forts lors de votre intervention. Je sais que vous avez parlé du poids des langues maternelles et qui sont encore trop souvent ignorées, alors que ces langues-là conditionnent vraiment la capacité même des élèves à comprendre les mathématiques. Vous avez parlé aussi de l'importance des méthodes actives et des méthodes déductives en répondant à la question de M. Kossa. Et surtout de ce besoin urgent-là d'innover dans nos pratiques pédagogiques, de former les enseignants, surtout d'utiliser des méthodes appropriées à l'ère du numérique. Et tout ça, je pense que c'est très important et je voudrais terminer en citant deux phrases que vous avez mentionnées qui m'ont beaucoup marqué. Vous avez dit que la méthode doit apprendre à l'apprenant à comprendre et non à citer et non à Voilà, réciter. Vous avez c'est aussi ça. dit que la réussite de l'apprenant dépend de l'enseignant. Si l'apprenant n'arrive pas à exceller, c'est en partie la faute de l'enseignant. Du coup, il faudrait revoir la manière même de transmettre le savoir pour pouvoir arriver à des résultats plus concluants. C'est Alors, avant ça. de nous quitter, professeur, je ne sais pas si vous avez un dernier mot aux participants avant de terminer. Ben, écoutez, je ne peux que vous remercier avec votre ONG. C'est un outil vraiment qui va aider beaucoup de jeunes dans le domaine de l'éducation, que ce soit éducation mathématique ou toute autre forme d'éducation, parce qu'aujourd'hui, vraiment, ils en ont besoin. Et ils ont surtout besoin des figures comme vous, c'est-à-dire des jeunes comme vous pour leur parler, des jeunes comme vous pour leur dire que c'est possible. Parce que nous, on est des parents, on est des grands-mamans. Parfois, ça peut leur paraître comme une alchimie, mais quand vous-même, vous choisissez des personnes qui peuvent s'adresser à eux et que vous-même vous intervenez, je crois qu'ils font beaucoup plus attention. Et je dis merci à tous ceux qui ont intervenu parce qu'ils n'ont fait qu'améliorer, disons, la conférence et montrer que ce genre de débat mérite surtout dans ce secteur d'être mené pour aider les parents, les enfants, les professeurs, les enseignants qui a des défis. Il y a des défis qu'on doit relever pour que notre pays aborde le chemin du développement. Parce que, vous voyez, je dis souvent que lorsqu'on dit mathématiquement, par exemple, je prends un exemple, on parle tout le temps, on dit, ouais, tel a détourné la bourse des étudiants, tel a fait ceci. Alors, j'ai dit, mais vous savez que mathématiquement, il y a des moyens de générer l'argent sans voler. Vous prenez une somme importante d'argent, vous mettez dans un compte, même en une journée, vous bloquez ça dans un compte, ça vous rapporte beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin de... Donc, il y a des méthodes mathématiques pour tricher, comme il y a des méthodes mathématiques pour enrichir. Et puis, les mathématiques, c'est tous les jours, surtout les mathématiques de base. Lorsque nous voyons en direct dans une télévision quelqu'un exprimer un taux de participation, un taux des suffrages exprimés d'une élection électorale qui soit supérieur aux votants, je dis, mais attention, en mathématicien, je sais que c'est faux. Le suffrage exprimé ne peut pas être supérieur au nombre de votants. Ça doit être inférieur. Et donc, vous voyez, avec les mathématiques, j'ai dit les mathématiques, c'est un domaine. Lorsque vous possédez les mathématiques, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, parce que vous avez le pouvoir de comprendre les choses. Vous avez le pouvoir d'analyser les choses. Lorsque vous avez un budget ou quelque chose comme ça, vous avez le pouvoir de comprendre. On ne peut pas venir vous dire, ben oui,
mais il y a ceci, il y a cela. Vous mettez, déjà dans votre tête, ça fonctionne comme ça. Vous allez, et c'est pour ça qu'on a toujours dit que les scientifiques et les mathématiciens, surtout, sont des mauvais politiciens parce qu'ils voient toujours là où les gens ne peuvent pas voir. Voilà ce que j'ai dit. Merci beaucoup, encore professeur. pour vous. Merci pour votre dynamisme. Une femme aussi, je suis très contente que ce soit, c'est pas le problème des gens. Mais aujourd'hui, on a nos filles qui sont vraiment au top et il faut les aider, Et je suis venu en partie pour toi, pour t'aider. Voilà. Merci professeur, c'est très gentil. Merci, professeur. Merci à tous et à toutes et on se retrouve très bientôt pour une prochaine conférence. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous les